Chers passagers, la compagnie Air Zénitude vous souhaite la bienvenue à bord de l'émission Bien-être de Dynamique Radio. Animée par Laetitia Trindade, praticienne en hypnose, sophrologue et sexologue. À tous les auditeurs de Air Zénitude, j'espère que vous allez bien et que vous prenez du temps pour vous. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème « Comment adopter une production et consommation en économie circulaire ». Waouh! Pour sauver la planète. Un bon thème qu'on va partager tout de suite. Surtout avec la déception de la COP26 quand même, on ressent que ce n'est pas encore une priorité. Il y a eu beaucoup de déceptions parce qu'on y croyait vraiment. Et pourtant, je pense que nous devons changer nos modes de consommation. Donc avec moi, on a la magnifique invitée Emilia Rodriguez da Silva, fondatrice de Ivy Paris, vêtements de sport féminin éco-conçus et éthiques en fibres biodégradables. Bonjour Emilia, comment vas-tu? Bonjour Laetitia. Ça fait plaisir de te voir aujourd'hui. Moi aussi, c'est réciproque. Je suis super contente. Il faisait longtemps. Mais oui, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu et en même temps, là, c'est un sujet en commun que l'on a pour tout ce qui est éco-responsabilité. Exactement, même avec l'événement qu'on a attendu beaucoup. La COP26. On voit très bien que les accords qui étaient faits auparavant sont jamais compris. Mais c'est ça. Et du coup, on est là encore en train de nous battre pour que les gens comprennent qu'il faut absolument changer notre façon de produire principalement et de consommer. Exactement, et on voit bien que c'est pas la priorité vraiment, même au niveau politique. C'est là, en ce moment, c'est plutôt toujours l'argent, l'immigration, mais pas sauver la planète. Non, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Il n'y en a pas beaucoup de temps. Hein. Mais non, parce qu'on dit déjà que c'est en 2030, c'est aujourd'hui. Parce que on voit déjà que ça commence. Regarde à Palma, déjà, le volcan, il y a de plus en plus d'inondations, il y a plein de choses que la planète, elle n'en peut plus. Ouais, et tout le monde essaye de montrer ça. On commence à voir l'impact de ça, même si nous, les Occidentaux, on n'est pas autant touchés comme les pays pauvres, parce que c'est toujours ces gens-là qui subissent cette problématique. Et je pense même que là, il y a beaucoup de gens, il y a Aïssa Maïga qui a lancé son film qui parle sur le manque d'eau dans des régions pauvres en Afrique. Et c'est une des premières choses qu'on va sentir, nous, les Occidentaux, il ne va pas tarder. Mais c'est ça. C'est le manque d'eau, Mais oui, à un moment donné, il n'y aura plus d'eau. On va être obligé de nous réguler au niveau de l'eau. Tu verras qu'il y aura des heures pour consommer de l'eau, je suis sûre. Ouais, et ça ne va pas tarder. Et oui. Et déjà, j'avais vu un reportage à Madagascar. Ils n'ont tellement pas, en fait, de quoi même se nourrir. Parce que il faut de l'eau, il faut que la terre, elle soit aussi fertile. Et ils mangeaient des semelles de chaussures en cuir pour se nourrir. C'est horrible, hein. C'est horrible. Dans le film de Aïssa Maïga, en fait, elle est dans une région en Afrique, il n'y a pas d'eau. C'est fini. Et la population, elle doit se déplacer constamment pour trouver d'eau. Et voilà, et on est encore dans le gaspillage, on consomme beaucoup. Et oui. Et c'est dans le textile, c'est une question aussi qu'on étudie beaucoup, qu'on essaye de trouver une solution avec des matières, comme je vais t'expliquer tout à l'heure, tu vas m'expliquer. Et voilà, pour qu'on puisse produire nos vêtements sans avoir une consommation élevée d'eau. Parce qu'il faut vraiment laisser l'eau potable pour qu'on puisse nous boire et tout ça, et pour la production d'autres choses qu'on utilise d'eau. De l'eau de pluie. Et trouver des solutions. Trouver des autres solutions. Alors, au niveau de la mode de consommation, on peut dire que l'écologie a une place importante chez les Français. Il paraîtrait que 75% affirment que l'écologie et l'éco-responsabilité sont des notions qui leur apportent en fait dans leur quotidien. Et on déclare aussi que 75% achètent des produits réutilisables et respectueux de la nature.
Alors moi, je sais bien qu'on a aussi un côté éco-responsable au niveau des produits, parce que moi, je travaille aussi dans un salon de coiffure qui est végétal. Déjà, on fait les cheveux avec des couleurs de la nature, parce que ça vient des plantes, comme le henné. Et elles peuvent faire du châtain, même du blond, avec quand même un petit peu de végétaux. Et en même temps, on demande aux personnes qui ramènent leurs bouteilles, tu sais, de shampoing pour après les remplir. Déjà, on essaye de les faire, comment on va dire, on essaye de les faire participer, en fait, déjà dans ce monde de naturel bio. Ouais, en fait, on éduque et les gens. C'est ça. Il faut réutiliser, je trouve. Même il y a des supermarchés maintenant qui on peut aller avec le petit pot, qu'on arrive avec les vracs, ça. Et c'est marrant parce que ça, j'ai vécu beaucoup dans mon enfance. Et tu vois. on n'avait pas de le lait. Il y avait un monsieur qui venait et qui remplissait nos bouteilles de verre. Et c'est quelque chose qu'on faisait auparavant. C'était comme ça à une époque. Oui. Et c'est l'introduction du plastique qui nous a enlevé tout ça. Et oui, c'est ça, le plastique, en fait, qui était au début à la mode, mais là, on voit bien qu'il fait trop de mal. Ah oui. Trop de mal à la planète. Il ne fait pas longtemps qu'il est présent dans notre vie, mais il a fait un dégât très considérable. Et encore dans les océans, c'est une catastrophe. Ouais. D'ici quelques temps, on aura beaucoup plus de plastique que de poissons dans les océans. Ouais. Et c'est marrant parce que quand on dit ça, on pense que c'est, je sais pas, c'est un enfant, c'est quelque chose, c'est une blague ou ça n'existera pas. Mais c'est énorme. J'avais vu aussi une paille qui était dans une tortue de mer et c'était horrible. Il fallait la ressortir, cette paille. Heureusement qu'il y avait les associations des tortues de mer, mais il y a plein de choses comme ça où les baleines sont remplies de plastique. Dans l'océan Pacifique, tu sais, il y a le troisième continent. Ouais. Qu'on dit c'est toute la concentration des plastiques que à cause des marées et tout ça, ça va qu'au dans cette région et c'est devenu vraiment tu peux marcher. Hein. Ouais, c'est ça. Tu peux marcher dessus, mais c'est que du plastique. Ouais. Bon, alors avant, on va faire notre petit billet sexy. Première escale. Le billet sexy. Le billet sexy, en fait, le sexe bio. Alors, tu vois, j'ai trouvé des choses pour tu vas me donner des idées. Oui, tu vois. Alors, pour certains, être éco-responsable sexuellement signifie aussi sélectionner des lubrifiants, des jouets, des draps de lit et des préservatifs, en fait, qui ont moins d'impact sur la planète. Alors, pour d'autres, ça implique aussi de réduire la procréation, en fait, de l'environnement. C'est vrai que beaucoup de jeunes se demandent s'ils veulent faire d'enfants encore, tellement qu'ils ont peur de l'avenir. Alors, on va passer avant sur les lubrifiants. Alors, je sais qu'il y avait une influenceuse TikTok qui a cartonné sur ses vidéos en faisant les lubrifiants à base de fécule de maïs et d'eau. Et elle a cartonné parce qu'on sait très bien que les lubrifiants sont à base de pétrole et contiennent quand même des combustibles fossiles. Donc, tu te mets quand même quelque chose sur ta partie intime qui n'est pas très naturel. Et donc, il faut consommer des lubrifiants à base d'eau. Ça, c'est super important déjà. Et puis même déjà pour son corps. Exactement. Et il faut vraiment qu'on fasse attention. Hein. On n'a pas cette habitude de regarder les produits et qu'est-ce qu'on consomme, où on met tout ça. Mais oui, c'est ça. Et je me dis, se mettre du pétrole quand même au niveau, mais c'est comme les serviettes hygiéniques, tu vois, ils devraient revoir aussi les Tampax, tout ça. À un moment donné, il faut revoir. Hein. Ouais, et ça, c'est vraiment... C'est quelque chose qu'on utilise depuis des années. Mais apparemment, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes marques qui essayent de trouver des solutions. Comme la Cup. Voilà. Déjà, la Cup. Puis il y en a qui essayent de réguler leur flux, en fait, naturellement. Alors, il y a les culottes maintenant. Oui, et les culottes qui intègrent aussi. Ouais, exactement. Et en fait, on a aussi les préservatifs biologiques véganes.
Allez. Ah oui, oui. Et en fait, il faut quand même dire qu'en 2015, il y a eu 27 milliards de préservatifs qui ont été fabriqués et vendus dans le monde, t'imagines ? 27 milliards qui ne sont pas biodégradables. Et en même temps, tu les jettes dans les toilettes, tu les jettes par terre, tu les jettes dans la nature, ça finit à la poubelle, mais en fait, tu ne peux pas recycler. Ça va finir toujours dans un seul lieu, Laetitia, dans les océans. Et oui, c'est ça. T'imagines, c'est énorme. Donc, on peut faire du sexe, mais bio. Lubrifiant à base d'eau, préservatif vegan, végétalien, et en même temps biodégradable. Tu peux t'amuser en faisant attention à la planète. C'est génial. Tu vois, j'ai appris beaucoup de choses là. Et aussi, on a les jouets sexuels, les sextoys. Donc aussi, sur un autre domaine, tu sais, le sextoy qui repose quand même sur le plastique aussi. Et en même temps, on en remet des piles des fois, et ça, c'est pas bon. Donc, mieux préférer les sextoys en fait en acier ou en verre. Je sais, c'est un peu... Mais il y a une partie où il y a des gens qui militent là-dessus. D'accord. Et... sur des sextoys aussi rechargeables. Ah oui, c'est mieux que les piles. Ah ouais. Et même à l'énergie solaire, encore mieux. Tu mets ton sextoy sur la table du jardin l'été et en fait, le soleil réchauffe ton sextoy pour l'utiliser le soir. C'est pas mal. Donc, et puis, il y a même des sociétés qui proposent aussi de recycler les sextoys. Ça, c'est une bonne idée. Mais c'est ça qui c'est touchant parce qu'on a des solutions. Exactement. L'homme, il est tellement... Si on a pu envoyer un homme à la Lune, je pense qu'on peut trouver des solutions pour sauver la planète. Exactement. Et oui, non, mais tu as complètement raison. Et c'est pour ça qu'au lieu de détruire la planète, parce que l'homme, avec son intelligence, a fait beaucoup de choses, mais il l'a détruit en même temps. Mais là, il faudrait qu'il remette son intelligence en sens inverse. Ouais, et le fait, la question qui par exemple, il y a des gens qui sont très riches qui investissent beaucoup dans le fait de vouloir aller à Mars et tout ça, c'est des gros investissements. Je sais que pour l'avenue, pour la technologie, peut-être que pour nous, en ce moment, on peut se dire que c'est bizarre de vouloir conquérir une autre planète. Et déjà qu'on est en train de détruire le nôtre, on va juste trouver une autre place pour... Mais c'est ça, en fait. Je pense que si on mettait tous ces efforts pour l'instant... Sur notre planète. C'est plus urgent. C'est pas que je trouve que c'est mauvais ce qu'ils font. Pour la science, pour la technologie, je trouve que c'est des grands pas qui sont faits. Mais je ne pense pas qu'on doit nous concentrer maintenant dans ça. Oui, je pense qu'il faudrait déjà concentrer pour sauver déjà l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants, de tout ce monde qui va arriver sur la planète. Dans une planète qu'on peut vivre, on peut respirer, on peut marcher, on peut manger, on peut vivre. Exactement. Dans une autre planète qu'on ne sait pas comment, si on va être emboîté ou... Oui, oui, tu as tout à fait raison. Et en même temps, donc, on parlait que la planète, on peut y vivre, on y mange, on y respire, et aussi on fait des rencontres. Et donc, pour les célibataires, on peut trouver l'âme sœur aussi sur des sites bio et donc on a Amour Bio en fait où on peut trouver l'homme de sa vie éco-responsable et écologique, et aussi les sites de rencontres pour écolos. Okay. Donc en fait, si tu veux vraiment vivre en mode écolo avec quelqu'un qui partage aussi ton point de vue, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué, Mythique et tout, ça marche plus, et ben tu vas sur des sites écolos, Amour Bio, comme L'amour est dans le pré, mais c'est génial parce que tu as abordé quelque chose vraiment qui c'est pertinent, parce que le fait de ne pas avoir quelqu'un qui comprend ce que tu dis. Parce que, par exemple, quand tu arrives chez toi, tu dis il faut qu'on recycle la poubelle. Et que les gens ne sont pas engagés autant que toi. Mais c'est ça. Ah, mais ça ne sert à rien. Oui. Et là, fait, tu peux te battre contre ton mari ou ton conjoint. Et c'est difficile. Trouver la personne qui est dans la même dynamique que toi, je pense que c'est une très bonne idée. Exactement. Donc, on va faire une petite pause musicale avec Oshi. Deuxième escale, découverte du monde du bien-être.
Dans Erzenitude, comme invitée, Emila Rodriguez da Silva, fondatrice d'Ibi Paris. Alors Emila, raconte en fait nous ton parcours, comment tu as créé ta marque éco-responsable, comment déjà t'es venue l'idée. Parce que toi déjà à la base t'es brésilienne, donc Erzenitude là tu nous fais voyager déjà au Brésil. Donc ouais, si tu peux nous parler un peu de ton parcours quoi. Oui, en fait la marque elle a été créée en 2018. Et en fait, j'ai eu l'idée quand en fait, j'ai habité ici en France à une période. Je suis rentrée au Brésil et quand je suis revenue en 2016 pour m'installer définitivement en France, et en allant à la salle de sport pour pratiquer mon sport quotidien et tout ça, les gens me demandaient toujours où j'achetais mes vêtements. Et c'est de là que s'est venue l'idée de créer Ibi Paris. Et le côté éco-responsable de la marque, il est venu quand je suis allée voir mes créatrices, mes fournisseurs, et que je découvre qu'au Brésil, on a découvert une matière textile très révolutionnaire, innovante, qui est la première polyamide biodégradable du monde. C'est une fibre textile biodégradable qui a été créée dans mon pays pour des scientifiques d'une entreprise qui s'appelle Rhodia, qui est affiliée à un très grand groupe français de recherche scientifique, qui c'est le groupe Solvay. Et l'équipe au Brésil de scientifiques, ils ont créé cette matière en 2013. Et tout simplement, elle vient révolutionner un des problèmes graves qu'on a dans le secteur, qui c'est la gestion des déchets. D'accord, ouais. C'est-à-dire, Laetitia, une matière textile normale, on va dire comme ça, oui. Comme par exemple ton jean ouais. ou la chemise que tu portes. Quand tu la jettes à la poubelle, elle va mettre de 100 ans à 200 ans pour se décomposer. Ça dépend de la fibre textile. Et notre fibre textile, elle va se décomposer en 3 ans. En 3 ans, les déchets qui sont créés dans mon usine, pendant le processus de fabrication des vêtements, je vais les traiter et il va disparaître de la planète en 3 ans. Ah oui. Donc c'est énorme. Tu réduis considérablement en fait la durée de vie du vêtement en fait. Voilà, on donne une fin de vie durable qui pour beaucoup de grandes marques c'est l'avenir. Oui, c'est l'avenir. Se pose la question qui c'est comment seront les vêtements du futur ou les chaussures du futur. Mais pour nous, au Brésil... C'est déjà depuis longtemps. Depuis longtemps, depuis 2013, on a créé la première fibre textile biodégradable. Et cette matière, elle est testée, certifiée, approuvée. On a au Ecodex 100 classe 1, qui c'est un des Ecodex plus élevés. Et on a des certifications par rapport à la biodégradabilité du vêtement, de la fibre. Et c'est vrai que nous, les Brésiliens, peut-être nous ne sommes pas reconnus mondialement pour être des bons scientifiques. Oh là là, vous êtes modeste. mais quand même, on arrive à faire des petites choses qui peuvent sauver la planète. Ben oui, c'est ça. Et là, une grande marque est en train de prendre... va dire oui, je vais faire la basket biodégradable, mais déjà le Brésil, il était déjà en avance là-dessus. Exactement. Depuis 2013, la fibre textile, j'ai produit des vêtements, de la lingerie, des chaussures, des accessoires. La fibre, on peut utiliser pour fabriquer énormément de choses. Et c'est vrai que se demander comment ça sera le futur, il faut faire maintenant, on a la solution. Mais c'est ça, il faut vivre dans l'instant présent et c'est maintenant, aujourd'hui, comme on dit, que là, il faut vraiment sauver la planète. Ouais, exactement. Est-ce que tu sais combien de vêtements sont consommés par an? Non. On a une consommation de 130 milliards de vêtements par an. C'est énorme. C'est énorme, en sachant que 70% de ces vêtements, quand on les achète, tout ce qu'il y a dans notre garde-robe, ça reste dans notre garde-robe. C'est-à-dire, on achète des vêtements qu'on ne porte pas, on ne porte pas assez,
parce que la moyenne d'utilisation de nos vêtements qu'on achète, on utilise maximum 10 fois. Et après, ce vêtement, il reste dans notre placard ou il finit dans des décharges. Et il va mettre toutes ces années pour se décomposer. Et le pire de ça, c'est comme on dit, c'est les microplastiques. Quand on lave nos vêtements et tout ça, ça va finir toujours dans les océans. C'est horrible. Et c'est vraiment, je pense que c'est très urgent qu'on se... déjà qu'on arrête de consommer comme ça, alors énormément de vêtements. Voilà. Une chose que la mode, fast fashion... De toute façon, la mode, c'est un éternel recommencement, donc... Ouais, mais avant, Laetitia, il ne fait pas très longtemps, et à 15 ans en arrière, on produisait que 2 collections par an. Oui, c'est vrai. Parce que c'est comme ça que ça marche. La Paris Fashion Week, on n'a pas toutes les semaines. Et c'est vrai que maintenant, il y a des collections toutes les semaines. Toutes les semaines, tu rentres dans un magasin. C'est vrai. Et tu sais ce qui s'est fait avec les vêtements qui ne sont pas vendus? Mais ils sont jetés à la poubelle. Ah oui? Exactement. La plupart des grandes marques, c'est pour ça qu'il y a eu les accords des multinationales, les grandes marques qui ont assumé cette responsabilité de ne plus jeter leurs vêtements qui finit, par exemple, la collection, elle n'est pas vendue, au lieu de recycler, ces marques-là, elles jetaient tout simplement à la poubelle. Et du coup, ce sont des tonnes et des tonnes de vêtements qui sont jetés par an sans jamais être portés. C'est énorme. Et tu sais que j'ai regardé un reportage, mais non, même pas un reportage, c'est passé aux informations que on pense que ça va être recyclé en France, mais en fait, c'est remis dans des pays, dans les pays étrangers, et eux, ils savent même pas quoi faire de tous ces vêtements. Ouais, il y a le désert du vêtement. Parce que tout est tassé dans le désert et ils mettent le sable et c'est horrible. Oui, parce que l'année dernière, j'ai vu un reportage que disait que la Malaisie, parce que c'est des pays qui achètent les déchets de l'Occident, c'est-à-dire de l'Europe, des pays qui sont très très riches et que je ne sais pas pour quelle raison ils doivent envoyer ces déchets dans un autre pays. Mais bon, c'est comme ça. Ces déchets, ils partent ou en Malaisie ou en Indonésie, ce sont des pays. Et dernièrement, la Malaisie a renvoyé en Europe 10 conteneurs remplis de déchets parce qu'ils n'en pouvaient plus et on ne peut plus rien faire. On est débordé, on ne peut plus recevoir et on va vous renvoyer ces conteneurs. Et oui, parce qu'on ne pense pas non plus que quand on met le déchet plastique même dans nos conteneurs, que ce n'est pas recyclé en France, ça repart dans des conteneurs dans des autres pays pour recycler. C'est quand même fou. Exactement. Mais c'est vraiment très, très grave ça, parce que c'est des pays qui en fait, par exemple, même au Brésil, on reçoit beaucoup de déchets d'autres pays européens. Ça part beaucoup au Mexique, ces pays. Pourquoi ces pays ils achètent ces déchets? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent de ça, qui vont recycler, qui vont réutiliser, qui vont faire quelque chose. Mais sauf que nous sommes débordés. Mais oui. Il n'y a plus assez... Il n'y a plus assez de place. Mais c'est très, très grave. Il y a une ville en Chine qui a la plus grande décharge du monde. La plus grande décharge du monde, c'est une ville en Chine. Et depuis 2015, cette décharge, elle est déjà débordée. Tu vois. C'est juste pour qu'on se rende compte que les choses, elles ne vont pas tarder à arriver à notre porte. Elle va arriver parce que les chutes glaciaires, le réchauffement climatique aussi, c'est dû à notre consommation aussi, l'utilisation des plastiques. Il faut produire, mais en même temps, la planète, elle peut plus. Oui, parce que c'est le sujet qu'on aborde, une économie circulaire pour les gens qui ne connaissent pas, qui ne savent pas de quoi ça concerne. Ouais. En fait, nous, les êtres humains, on n'a pas compris comment ça marche la vie. Oui, alors en fait, on va le dire brièvement en fait, sur un exemple simple sur l'économie circulaire. On a une poule. Déjà, la poule pond un œuf.
De là, l'œuf va dans un hôtel, dans un restaurant, avec un peu de verdure, de salade, des légumes. Donc les plats sont élaborés, tout va bien. Donc le consommateur mange l'œuf de la poule et bien sûr les légumes, mais il faut déjà dire que les légumes, on devrait les mettre déjà, toutes les épluchures, dans un compost. Donc ça passe déjà après les déchets de restaurant, peut être mis dans du compost. Le compost, en fait, va aller maintenant dans les jardins pour refaire des bons légumes, tu vois, tu reprends. Les aromatiques, en fait, où tes légumes, en fait, s'épanouissent. Et après, c'est le cercle, c'est l'économie circulaire. Voilà, c'est comme ça que ça marche la nature. Si on regarde bien, si on prend notre temps de regarder tout ce qui nous entoure, et principalement quand on est en contact avec la nature, on va observer et on va se rendre compte tout de suite que la nature, il n'y a pas de poubelle. Mais non. Dans la nature, par exemple, une mangue qui est dans un arbre ou un fruit qui est dans un arbre, quand il tombe par terre, ce déchet de ce fruit va devenir un engrais. Ça pourrit. Ou il va devenir un aliment pour une autre espèce d'animaux. C'est comme ça que marche la nature. Mais nous, les hommes, on a décidé d'adopter une économie linéaire, c'est-à-dire on produit, on utilise et on jette. Et il ne faut pas que le fruit et le légume ne soient pas beaux. Parce que dès que c'est pas beau, qu'il y a un coup où c'est noir, ça y est, c'est pas bon. C'est ancré sur cette économie linéaire, en fait, dans ta tête. Exactement. Et ce qu'on peut adopter, c'est, par exemple, les gens se demandent, bien entendu, qu'on ne va pas pouvoir faire notre téléphone biodégradable, qu'il se dégrade et qu'il devienne... Mais ça aussi, mais une solution pour ça, c'est par exemple, quand ils vont décider de lancer un nouveau téléphone, iPhone solaire, tiens. Voilà. Quand ils vont lancer un autre téléphone, qui en garde toutes les batteries, toutes les choses qui accompagnent pour charger, par exemple, à chaque fois qu'on lance un téléphone, on change tout. C'est-à-dire, mon ancien chargeur, il ne va plus sur mon nouveau téléphone. Et ça devient épouvantable parce qu'on jette. Et là, avec la crise sanitaire, regarde les masques. C'est une catastrophe. Parce que là, on jette les masques. Il y en a partout. Tu vas dans la rue, sur les parkings, il y a des masques par terre. Ouais, ça finit vraiment tous dans la mer et c'est quelque chose de... Je ne sais pas... On peut parler pour soi. C'est difficile de parler pour les autres, mais ça me choque. Ça me rend juste triste de savoir que au lieu de trouver des solutions, on est toujours en train d'ajouter des trucs, ajouter encore des trucs et des choses qui empirent encore plus notre situation. En fait, on devrait rester sur une consommation parce que les gens, ils sont aussi à la recherche, toujours à la quête du bonheur. Mais en fait, ils ont déjà le bonheur déjà chez eux ou à l'intérieur d'eux. Mais ils sont toujours à cette quête-là, d'avoir toujours plus. Ouais, c'est la surconsommation. Ouais. C'est quelque chose qui c'est un problème pour l'humanité. C'est ça. Et on peut voir aussi qu'ils sont insatisfaits. Toujours insatisfaits, il faut qu'ils aient toujours plus. Et c'est pour ça que quand j'ai pris la décision de créer Biparis, et quand je me suis rendu compte que je pouvais vraiment aller encore plus loin, non seulement en adoptant cette fibre biodégradable pour produire nos vêtements, mais on était encore plus loin. Par exemple, pour la livraison, on a une livraison zéro plastique. Je n'utilise jamais des emballages en plastique ou quoi que ce soit. J'adore tes sacs. Et les sacs, les étiquettes de mes vêtements sont aussi conçus avec du papier biodégradable. Et tu peux faire pousser il y a des petites graines. Et on peut les planter au lieu de jeter à la poubelle. J'adore. Ça peut être anodin, mais je pense que c'est de petits gestes qui résultent dans des grandes actions. C'est tous ces petits changements que je puisse apporter, même parce que comme on le fait, que la marque, elle est produite encore au Brésil, parce que la fibre biodégradable, le amnisoeco, qui c'est comme ça qu'on appelle, qu'on commercialise cette fibre, elle est encore produite au Brésil. Ça n'existe pas
encore en Europe ni dans un autre pays. Elle est produite qu'au Brésil pour l'instant. Et c'est pour ça aussi que j'ai envie de faire connaître cette matière, d'en parler de ça, pour dire que voilà, on a une solution, on a une possibilité de produire des vêtements, des chaussures, des accessoires, soit de sport, de n'importe quel, même des vêtements quotidiens, de notre quotidien, on peut produire avec la fibre biodégradable qui a été créée au Brésil. Et c'est pour cette raison que j'ai envie vraiment d'aller plus loin. Et c'est le fait d'adopter des étiquettes biodégradables qu'on va planter et tout ça, ça répond à cette demande de produits d'une façon circulaire, c'est-à-dire rien ne va passer à la poubelle. Oui, bah oui. Et c'est important de bien choisir sa fibre aussi. Donc il y en a plusieurs. T'as le lin aussi, parce que le lin est une plante qui pousse très bien en France et sa culture nécessite 5 fois moins d'engrais et de pesticides que celle du coton. Exactement. T'as le chanvre. Donc le chanvre, en fait, lui, elle est demandeuse en fait moins d'eau que le coton, parce que le coton, elle, c'est 7 fois moins demandeuse en eau que le coton, alors que le chanvre, tu vois, rien tel le chanvre. Et en plus de ça, le chanvre, il n'y a pas besoin de traitement chimique. Et elle reste résistante, cette fibre. Ce sont des fibres que nous consommons par exemple, le coton bio. Et encore le coton, on va dire le coton normal, il consomme beaucoup d'eau et c'est pour ça que c'est une fibre textile qui a un impact très fort par rapport à l'environnement. Et toutes ces fibres-là que tu as citées, le chanvre, le lin et tout ça, qui sont des fibres qui ont une consommation moins d'eau. La fibre biodégradable, le amni sueco, il consomme encore moins d'eau pour être produit que le coton bio, par exemple, et que le lin. Et tu sais que tu as le cuir végétal. C'est créé à partir de différentes bases, comme le cuir de liège, d'ananas, d'eucalyptus, de champignons, en fait. Et chaque option est évidemment plus ou moins onéreuse, mais elle est conduite, en fait, à des fibres plus naturelles et plus biologiques. Exactement. Comme quoi, même les végétaux, on peut même en faire des vêtements. Oui, de tout. Même de la marque du café, on peut faire des vêtements. Oui, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Alors là, c'est énorme. Ouais. On peut faire. Et le grand avantage de la polyamide biodégradable, qui encore, les gens peuvent se dire, voilà, mais c'est une fibre textile. C'est une fibre textile synthétique. Oui, la polyamide biodégradable, c'est une fibre textile synthétique, mais elle est améliorée. Et cette fibre, pour vous expliquer plus simplement et pas très scientifiquement, en fait, il y a des additifs dans cette fibre qui va permettre que la bactérie qui va la manger va réussir à la digérer. Parce que, par exemple, pourquoi le plastique, il met autant de temps pour se décomposer dans la nature? Parce que les bactéries qui vont manger le plastique, elles n'arrivent pas à digérer cette matière. C'est-à-dire, elle la laisse tomber, ou elle va manger de petites quantités, tout petites. C'est pour ça que ça met des années et des années pour se décomposer. La fibre textile qu'on travaille, on fait que cette fibre soit digestive. D'accord. Pour les bactéries. Incroyable. Et c'est exceptionnel. Mais oui, c'est ce que j'allais dire. Parce que voilà, c'est le fait que ça va être consommé, disparaître plus rapidement de la surface de la Terre, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est vrai que c'est énorme. Et non seulement la fibre textile, elle a cet avantage par rapport à ces fibres naturelles comme le coton bio et toutes les fibres végétales, parce qu'encore il y a une consommation considérable d'eau. Et c'est ça, une des choses plus urgentes à traiter, c'est vraiment le problème d'eau. Parce que c'est quelque chose qui va nous impacter le premier. C'est ça. Très bientôt, on aura des difficultés. Il y a des pays déjà dans le monde qui n'ont pas d'eau. Et je pense aussi que l'eau va peut-être être contaminée parce qu'avec la remontée des glaces, il va y avoir des virus qui vont remonter aussi,
qui sera par rapport à l'eau. Exactement. Donc peut-être que l'eau ne sera peut-être plus potable ou à un moment ça va être difficile de la traiter parce que ça devient que des déchets qui sont intraitables dans l'eau Et oui. Et la consommation d'eau, l'eau, la sécheresse, déjà on voit bien que les saisons elles sont un peu perturbées. On n'a rien inventé, hein. On est vraiment que la planète est en train de se modifier. Elle en peut plus. Ouais, des gens qui ne croient pas à ça, au réchauffement climatique aussi, c'est quelque chose de très inquiétant. Et même les gens qui disent « Ah, mais la planète, elle réchauffe qu'au 1 degré, 2 degrés. » Mais on ne se rend pas compte. Et c'est juste nous prendre un exemple. Si notre corps... il supporte une température, c'est-à-dire si on a 36 degrés, c'est bien, 37 encore, tout va bien, mais c'est 1 degré là, de 36 à 37. Si on est à 38, là on commence à pas être bien du tout. On commence à avoir la fièvre. Si on arrive à 40 degrés, on va finir dans un hôpital et on prend le risque de perdre notre vie, mais ça se passe la même chose pour la planète. Exactement. Et puis même s'ils disent oui, ça réchauffe pas, mais tu sais, avec toutes ces catastrophes naturelles, en même temps, ça fait des morts. Voilà. Parce que les inondations aussi, il y a des morts, la lave, il y a des morts, tu vois. Et il y a des gens qui restent sans maison, c'est ça. Qui a pas... Et c'est toujours dans les pays les plus pauvres. Ouais, c'est ça. Et vraiment, c'est vraiment la déception quand même, ce COP26. Oui, franchement, je pense qu'on n'est pas soutenu pour les... Ils n'ont pas trouvé... en fait, c'est un sujet, on dirait que ça leur importe peu, mais pourtant, pour sauver quand même l'avenir de nos enfants, les petits-enfants, parce que certes, nous, on ne le verra pas, mais on laisse quand même la planète pour après... les prochains, quoi. C'est ça qui est horrible. Je pense qu'ils vont vivre vraiment autrement. Oui. Je ne sais pas s'ils vont... Oui, mais je pense qu'il y aura des réductions, tu sais, d'électricité, d'eau à une certaine heure. Il faudra que tu consommes. Voilà, tu peux pas sortir. Ça sera plus illimité. Il faut toujours mettre un masque. Oui, c'est ça. Parce que l'air, il est pollué et... C'est vrai que le cinéma, c'est quelque chose comme les films, comme Matrix, tout ça. Quand on regardait ça, on se disait, je sais pas, ça peut ne jamais arriver, mais qu'est-ce qu'on peut vivre de cette manière? Et c'est horrible. Ouais. Et c'est un film qui m'a énormément touchée et que je regarde. Si je regarde 5000 fois, je regarde avec toujours le même regard en me posant la question, mon Dieu, si on finit notre vie comme ça, c'est vraiment... C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. On va se battre pour des choses, pour manger, pour boire, pour nous laver. Pendant le confinement, il y avait eu une série sur Canal, c'était Effondrement. Et c'était la pénurie de carburant. Et il y avait aussi, tu vois, en maison de retraite, parce qu'ils n'avaient plus de médicaments pour soigner les personnes. Donc, à un moment donné, ils les tuaient eux-mêmes, tu vois. Quand j'ai vu cette série, j'ai dit, mais c'est quoi ce truc? C'est horrible. Mais je fais, mais c'est bientôt, tu vois. Déjà, ils ont l'idée. Donc, des fois, tu sais, les trucs de science-fiction, c'est pas un hasard. Hein, Et j'adore. Je pense que le cinéma, c'est un porteur de messages. Oui, c'est porteur de messages, le cinéma. Parfois, on regarde un film, on se dit, non, mais ça, c'est pas possible. Mais si. S'ils ont eu déjà l'idée, c'est que... Ils ont une petite information quelque part. Exactement. On va faire une petite pause musicale avec Ridan. Donc, c'est parti. 3e escale, la valise astuce bien-être pour votre quotidien. Et oui, elle pleure, ma planète. Alors avec Emilia, on va vous donner des astuces bien-être pour sauver un peu notre planète, pour qu'elle pleure beaucoup moins. Donc déjà, on pourrait faire une consommation made in locale, donc déjà France, et puis en même temps préférer les circuits courts. Donc ça serait déjà pas mal. Et en même temps, pour tout ce qui est textile, vu qu'Emilia a sa propre marque Ivy Paris, qui est des vêtements éco-responsables et conçus avec des fibres biodégradables, on pourrait déjà aussi faire une seconde main en fait pour nos vêtements, ça serait pas mal. Ouais, c'est des bonnes astuces, ça.
Oui, ça serait pas mal d'aller dans des friperies ou faire les brocantes. Après, on peut faire vintage, des choses comme ça, ou redonner à des sociétés peut-être les anciens vêtements, comme tu disais tout à l'heure. Ouais, ça c'est une chose que j'aimerais bien implanter chez Ibi Paris. C'est que, par exemple, les gens qui vont nous rendre les vêtements, ils auront un petit cadeau de la marque pour quand ils auront besoin une autre fois de racheter des vêtements, mais qu'au moins on puisse recycler ou réutiliser ces vêtements. Ça, c'est des choses qui peuvent très bien marcher. Il y a des magasins qui font déjà ça. Oui. Tu vois, il y a des grandes marques qui grandes marques qui font ça déjà, et je pense que c'est une très 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 bonne idée. En fait, on n'a pas besoin de consommer, et c'est pour ça aussi qu'Ibi Paris, on n'a pas beaucoup de... Par exemple, on ne fait pas Black Friday, on ne fait pas toutes ces choses-là, parce que je veux que mes clientes, elles achètent des vêtements quand elles ont besoin. C'est ça. Si on a besoin, consommation. On achète. Si on n'a pas besoin, il n'y a pas de raison de pousser à la consommation. Et je pense que aussi c'est là qu'il faut repenser notre façon de communiquer et de parler de notre travail. Bien entendu, je dois vendre mes vêtements pour vivre, pour payer mes employés, pour faire produire mes vêtements et tout ça. On vit de la vente de notre produit, mais je pense qu'on essaye en adoptant une autre façon de communiquer sur la marque, que les gens achètent quand ils ont vraiment besoin. Quand on a vraiment besoin d'acheter quelque chose, et si on a envie, parce que c'est quand même un plaisir de s'acheter un nouveau vêtement. C'est vrai que ça fait plaisir. C'est même, tu vois, ça entraîne beaucoup de bonheur quand on se fait un cadeau. On ne veut pas ça arrêter. On va arrêter de consommer, on ne va plus acheter quoi que ce soit. Ce n'est pas ça, c'est le fait de penser quand on va acheter. C'est ça. Je vais acheter des produits plus responsables, je vais acheter des matières qui sont beaucoup plus vers l'écologie, je vais acheter Voilà, c'est réfléchir avant d'acheter. Oui, et puis se jeter sur les consommations où c'est pas cher aussi, tu sais. Maintenant, la mode pas chère. Ouais, la mode... fashion, c'est quelque chose il ne fait pas longtemps que ça a commencé. C'est vrai. Qu'il les grandes marques ou des marques qui ont investi dans cette mode à bas prix. Oui. Que ça a devenu quelque chose d'épouvantable. On consomme beaucoup plus. Parce que si tu achètes un vêtement, tu vas le porter une fois ou deux, tu ne le mets plus. Ouais, et on a une augmentation de la consommation des vêtements, plus de 50% par rapport à 15 années en arrière. C'est énorme. On consommait beaucoup moins. Mais parce que, comme je te l'avais dit déjà, on n'avait que deux collections par an. La collection estivale et la collection hivernale. Exact. Et ça, c'est une chose qui, nous, chez Ibi Paris, on maintient. On a 2 collections par an. Je fais toujours une collection estivale et je fais toujours une collection hivernale. Et voilà, et j'arrive à bien travailler, et voilà, et on n'a pas besoin toutes les semaines sortir un nouveau modèle, pousser encore à la consommation, envoyer encore des mails à mes clientes en train de dire voilà, il y a des nouveautés, il y a des nouveautés, il y a des nouveautés. Je pense que la mode fast fashion, elle a impacté d'une forme très très grave le secteur textile, qui c'est déjà un secteur qui pollue beaucoup, parce que nous sommes le 3e secteur qui pollue le plus dans le monde. Et après la fast fashion, ça est devenu quelque chose de vraiment épouvantable, et que je pense qu'il y a quelque chose qui est arrivé en 2013 dans une usine au Bangladesh, à Dakar. Et c'était une grande usine textile, 5 étages, il y avait le bâtiment, et il s'est effondré
en 2013. Et d'ailleurs, ce bâtiment, cette usine, elle produit pour des grandes marques qu'on consomme quasi tous les jours. Hein. et du coup, juste pour te donner une idée aussi, comme c'est grave, non seulement l'impact du secteur textile pour l'environnement, mais aussi pour l'homme. Les conditions de travail de ces gens, comme ils sont traités, où ils travaillent, voilà, le bâtiment qui s'effondre sur C'est un peu de l'esclavage. C'est de l'esclavage. Dans cet accident, on a eu 1138 morts. Ah oui, quand même. Entre hommes, femmes et enfants. Oui, parce qu'il y a des enfants aussi qui travaillent. Et voilà, et c'est à partir de ce moment-là que c'était bien médiatisé à l'époque. Je pense que c'était un choc quand même pour la population, pour le monde de se poser la question. Et la concentration des usines dans ces pays sont énormes et qui continuent à produire que dans ces pays. C'est pour ça que même si Ibi Paris est produit encore au Brésil, mais c'est tout à fait d'une manière différente. On a le respect pour l'homme, il n'y a pas d'enfants qui travaillent et c'est des choses voilà, notre atelier encore il est petit par rapport à toutes ces multinationales. On a 6 couturières, j'ai une dessinatrice, j'ai une créatrice. Ah oui, vous êtes une bonne petite équipe. Oui, on a une bonne petite équipe qui travaille dans une région au Brésil, que c'est au nord-est du Brésil, c'est à côté, c'est Fortaleza. En fait, c'est une ville plus connue à côté, c'est Salvador Bahia. Ah oui, c'est connu. Alors, c'est à côté, on est à côté. En fait, mon état, qui c'est Piauí. Après, c'est Fortaleza. Après, c'est Salvador, qui c'est Bahia. Et on produit dans cette région. Je comprends tout à fait aussi la question de vouloir consommer local. C'est ce que j'allais te dire. Je pense que c'est très important. Parce que là, je parle local et là, tu me dis, moi, ma société, elle est au Brésil. Oui, exactement. Mais je vais juste vous expliquer aussi une chose et vous évoquer une chose que je pense que nous sommes en train d'oublier. C'est le commerce équitable. En fait, je pense qu'il faut penser à des régions, il y a des pays qui n'ont pas la même possibilité de se développer et d'avoir tous ces avantages qu'ont les grands pays, les grandes villes. Et quand même, on soutient avec la production des Ibi Paris dans cette petite région au Brésil, on soutient des familles qui ont pas la possibilité de gagner bien leur vie, de travailler correctement et d'avoir un salaire correct, de pouvoir vivre correctement. Et la consommation en commerce équitable, il ne faut pas oublier non plus. Mais il faut toujours chercher des marques ou des entreprises qui s'engagent, qui essayent de produire avec des matières noble comme cette matière que je produis, écologique, et aussi à aider ces gens qui n'ont pas la possibilité. Oui, c'est ça. La consommation locale, elle est très importante, mais je pense que la biodiversité, elle peut nous apporter des choses positives. Et la consommation en commerce équitable aussi, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, il ne faut pas nous oublier. Donc, ça sera une bonne occasion en fait de revenir nous voir, Emilia, pour le commerce équitable. C'est vrai que c'est un autre sujet, mais ça peut être intéressant de développer. Qui en oublie, mais que je vois encore qu'il y a beaucoup de marques qui travaillent de cette manière, qui vont être associées à des associations en Afrique ou au Brésil ou dans d'autres pays, ces gens-là, ils ont la moindre possibilité de gagner leur vie, qu'on apporte quelque chose de vraiment plus stable. Ils ont un salaire, ils ont un lieu de travail, ils nourrissent sa famille et je pense qu'on ne peut pas oublier ça non plus. D'accord. Sur ces belles paroles, du coup, Emilia, on refera un thème du coup sur le commerce équitable. Avec plaisir. Donc, merci de nous avoir suivis, à tous nos éditeurs et auditrices de Vol Air Zénitude. Et vous pouvez retrouver le podcast de l'émission sur Dynamique Radio, sur Deezer, la chaîne YouTube de Air Zénitude. Merci Emilia pour ce beau partage pour sauver la planète et
et on continue avec nos petits efforts et on remonte toujours nos manches pour la sauver. Chaque jour, nous pouvons changer. Nous avons la possibilité de changer les choses. Et ensemble, ça sera beaucoup plus facile et plus rapide. Merci Emilia. Merci à toi. Chers passagers, nous sommes arrivés à destination. Nous espérons que votre voyage a été agréable. Nous vous remercions d'avoir choisi la compagnie Air Zénitude et souhaitons vous revoir le mois prochain pour un autre vol sur Dynamique Radio.